Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce jeudi 10 novembre, invités, reportages, infos pratiques et votre météo à venir. Avec, dès le début de ce journal, un retour sur la journée nationale contre le harcèlement en milieu scolaire. Nous nous rendrons à l'Institut FANB et recevrons le délégué à la prévention et à la lutte contre le harcèlement et la violence sur toutes ses formes, Nicolas Rodier. La suite du voyage en Calabre, en Italie du prince souverain, les bons comptes en matière de produit international brut, le PIB monégasque Jean Castellini, le ministre des Finances et de l'économie, nous dévoilera dans un instant la tendance post-Covid et des chiffres 2021 en hausse. La suite de la COP27 en Égypte et la place de plus importante des femmes dans les discussions, les négociations en matière d'évolution du climat sur notre planète. Et puis tout près de chez vous, pour préserver au mieux notre biodiversité, vous découvrirez à la fin de ce journal la belle initiative de l'AS Monaco Football Club dans ce secteur. Mais direction, sans plus tarder, l'Italie, où vous le savez, le prince souverain s'est rendu en Calabre, sur la terre de ses anciens fiefs. C'est à Molochio que le prince Albert II a été accueilli avec ferveur par la population. Vanessa Dessi et Alexandra Paolini étaient sur place. Au début du XVIIe siècle, Molochio était un centre émergent d'une vaste seigneurie, connue pour ses forêts, ses cultures céréalières et ses oliviers. Aujourd'hui, la ville partage une histoire commune avec la principauté. À la fin du XVIIe siècle, les Grimaldi Oliva créent un vaste territoire qui réunit plusieurs fiefs à l'intérieur duquel se trouve Molochio. Afin de resserrer ces liens historiques, le souverain s'y est rendu pour la première fois, honoré avec ferveur par la population. Une cérémonie de la citoyenneté d'honneur aura permis de confirmer l'attachement entre l'Italie et la principauté. Principe poi di Monaco, che comunque è uno dei sovrani con una maggiore influenza nel mondo, di capacità intellettuale. È per noi un grande onore. Direi che è un momento storico, epocale. Probabilmente dopo che le nostre vite finiranno ancora si parlerà di questa visita. À la lumière de cette histoire partagée, Molochio a adhéré à l'association italienne des sites historiques Grimaldi de Monaco, créée l'an dernier à l'initiative du maire de Dolceacqua. L'adhésion de Molochio à l'association formalise ainsi les liens historiques qui unissent indirectement la ville à la famille Grimaldi. C'est vraiment très touchant et très émouvant de voir cet attachement, mais aussi cette ferveur qu'ont les personnes pour défendre leur patrimoine, leur commune, leur territoire. Et c'est pour ça, c'est en quoi sert aussi cette association des sites historiques Grimaldi. Ça passe uniquement pour célébrer l'histoire et célébrer les liens historiques que l'on a avec ces territoires, mais c'est aussi pour bien comprendre la réalité et puis pour les aider aussi à envisager le futur. Marguerite Russi, tout le monde le connaît, depuis toutes ces années de service, non seulement à la principauté, mais à ma famille aussi. Et voilà, j'étais très heureux qu'il fasse partie intégrante de ce déplacement et qu'il ait grandement aidé aussi à ce que ce déplacement ait pu avoir lieu dans de bonnes conditions. La venue du souverain à Molochio souligne l'importance particulière qu'il porte à la grande famille des communautés qui partagent une page d'histoire avec la principauté. En ce jeudi 10 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, plusieurs établissements se sont mobilisés avec des ateliers de prise de parole, des concours de dessin, des créations d'affiches, comme à l'Institution François d'Assise Nicolas Barré, où s'est rendu Frédéric Hélion, accompagné de Jean-Alexandre Dordet. Depuis le 3 décembre 2021, une loi permet de définir, signaler et sanctionner les cas de harcèlement scolaire en principauté. Avec l'avènement des réseaux sociaux, le phénomène est plus difficile à gérer, d'où l'importance de la journée nationale de lutte contre le harcèlement ce jeudi 10 novembre. Les établissements scolaires monégasques n'ont pas attendu la loi de l'an passé pour se mobiliser et sensibiliser les élèves.
Depuis plusieurs années, nous organisons ce qu'on appelle des ateliers lors de cours de culture religieuse, puisque notre spécificité, nous sommes dans un établissement donc catholique privé, et nous avons ces fameux cours de culture religieuse. Je parle au niveau d'abord du lycée, qui nous permet de laisser la parole libre à des élèves. Aujourd'hui, cette cause nous permet de leur avoir exposé la loi, de leur avoir exposé la procédure. Au niveau du collège, de la même manière, lors de cours organisés par les éducateurs de niveau, il y a le passage de certains clips qui reviennent, on va dire, régulièrement sur les réseaux sociaux, et nous en reparlerons. Et aussi, il y a une prise de parole pour arriver à désamorcer les sujets et pour arriver à bien leur faire comprendre ce que nous, notre rôle, puisque la loi qui a été passée à Monaco donne la possibilité à chacun non seulement d'écouter, mais de prendre en charge cette situation. Outre l'atelier prise de parole, de nombreuses affiches ont été réalisées par les élèves sur le thème du harcèlement scolaire. Un mur de messages positifs est aussi à leur disposition. Un référent harcèlement scolaire a été nommé dans chaque établissement de la Principauté. À FANB, il y a un référent pour l'école, un pour le collège et un pour le lycée. Nicolas Rodier, bonsoir à vous. Bonjour Christophe. Vous êtes le délégué à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire. On vient de voir ce reportage. Aujourd'hui, votre mission dans cette journée nationale, c'était de prévenir, d'offrir un cadre peut-être de réflexion aussi, autant aux enfants, aux parents qu'aux élèves. Sensibiliser, c'est vraiment notre priorité. Et cette journée contre le harcèlement, c'est son objectif. Indiquer aux élèves que c'est important, que c'est un phénomène qui existe, qu'il ne faut pas harceler des élèves, qu'il faut être à l'écoute des autres. Et puis aussi aux adultes, montrer que ça existe, comment on peut agir face à ces situations, que ce soit d'ailleurs les adultes de l'établissement ou les parents. Là, l'accent a été mis cette année sur la micro-violence. Ça commence par quoi? Par simplement quelqu'un qui vous bouscule? C'est un bruit? C'est quoi? Comment ça se passe? C'est ça, c'est les petites violences du quotidien sur lesquelles on ne fait pas forcément attention parfois. Une petite insulte, une petite bousculade, une petite critique sur le physique, des remarques sexistes, homophobes, des choses. On fait attention sans y faire attention, et c'est des choses extrêmement importantes parce que c'est par ce genre de banalisation que commence le harcèlement. Donc c'est très important de dire aux élèves et aussi aux adultes, quand on est confronté à ce genre de phénomène, il faut agir. Une petite brimade, une petite insulte, une petite bousculade, en fait ce ne sont pas des petits gestes, ce sont des gestes qui déjà sont des violences. Aujourd'hui, on le revoit avec l'affaire Samuel Paty, l'importance qu'ont les réseaux sociaux aujourd'hui encore dans ce domaine du harcèlement. Vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, malheureusement, ont un avantage, mais aussi beaucoup d'inconvénients, qui fait que les élèves, des violences peuvent se poursuivre sur les réseaux sociaux, en ligne, etc. Donc c'est une priorité majeure du gouvernement princier. Ça fait longtemps qu'on travaille avec l'association Action Innocence Monaco, que je remercie ici pour tout le travail qu'elle fait du CE1 jusqu'aux élèves de seconde chaque année. Et puis il y a tout simplement le dialogue. Aujourd'hui, il faut parler à ces enfants, il faut parler de l'usage du numérique. Il y a des bons usages du numérique, il ne faut absolument pas diaboliser le numérique, loin s'en faut, mais il y a aussi des mauvais usages. Et parler aux élèves, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as eu des insultes? Comment tu te sens, etc. C'est aussi une manière de voir si un élève ne va pas bien et de pouvoir agir en tant que de besoin. Simplement, le fait d'être bousculé dans une cour d'école, est-ce qu'on va tout de suite voir un référent? Est-ce que on enregistre tous ces faits? Si on a un doute ou si on pense qu'un élève a pu être harcelé, il faut absolument en parler et aller voir le référent harcèlement-violence de votre établissement. Aujourd'hui, grâce à la loi 1513 qui a été votée récemment par le Conseil national et qui est le fruit d'un travail commun entre le gouvernement princier et le Conseil national, il y a au moins un référent harcèlement-violence dans chaque établissement scolaire. Et aujourd'hui, si vous voulez vous mettre en contact avec lui sur toute question sur les violences, vous pouvez le faire. Vous avez ses coordonnées sur le site web de chaque établissement scolaire. Est-ce que ça peut passer par le sport aussi, comme en Angleterre par exemple, ou aux États-Unis, où il y a vraiment une notion de l'élévation par le sport plutôt que de la bête violence, de la bête remarque? Je crois que c'est un marqueur de Monaco. Le sport aujourd'hui à Monaco est très développé et aujourd'hui par le sport on développe des valeurs. Donc bien évidemment ça passe par le sport, mais ça passe aussi par d'autres biais. La culture bien évidemment et surtout je dirais l'éducation à la citoyenneté, à un comportement responsable. C'est-à-dire comment on respecte les différences, comment on respecte la dignité des autres. C'est tout cet ensemble d'actions, sport inclus bien évidemment, qui permet d'apporter une certaine paix scolaire dans nos établissements. Est-ce que notre cadre aussi fait en sorte qu'on est un peu plus apaisé que dans certains secteurs, attention bien sûr, dans d'autres pays?
Alors, chaque pays est différent et je ne me permettrai pas de juger les autres pays. En tout cas, on peut dire qu'à Monaco, nous avons un très fort encadrement des élèves. Ça, c'est un avantage énorme. On a des psychologues scolaires, on a des assistantes sociales, on a des infirmières, on a beaucoup de surveillants, on a beaucoup de conseillers d'éducation, on a beaucoup d'enseignants. Et ça, c'est très bien parce que ça permet de prévenir beaucoup de situations de harcèlement. Donc oui, les moyens mis par le gouvernement princier aujourd'hui dans l'encadrement des élèves est un point fort pour Monaco. Nicolas Rodier, je ne vais pas vous demander un exemple de harcèlement qui a été réglé, parce que je pense que c'est très confidentiel, mais aujourd'hui, et c'est notre mission ce soir, nous aussi, sur Monaco Info, avec notre direction de la rédaction, c'est de rappeler aux gens qu'ils ne sont pas seuls, même l'enfant qui nous regarde ce soir, parce que c'est rien de plus terrible que la solitude, l'isolement, pour combattre justement ce harcèlement, qu'il soit physique ou qu'il soit sur des réseaux sociaux, tout simplement dans le cyberharcèlement. J'ai envie de dire justement à la victime ou les parents dont leur enfant serait victime, manifestez-vous, parlez-en à qui vous le souhaitez dans l'établissement. Le référent, bien sûr, prend en premier, mais pas seulement, y compris même la direction de l'éducation nationale, jeunesse et sport. Il faut absolument en parler. Si vous êtes victime de cyberharcèlement, ne répondez pas aux commentaires, gardez des preuves et informez immédiatement l'établissement scolaire. Nous gérons toutes ces situations. Merci Nicolas Rodier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le délégué à la prévention et la lutte ô combien importante contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci Christophe. Mercredi soir, l'association monégasque des activités financières lançait la toute nouvelle édition de son magazine Monaco for Finance. Le président de l'AMAF, Étienne Franzy, après avoir accueilli à la tribune Jean Castellini, le ministre des Finances et de l'Économie, s'est arrêté sur la résilience de la place financière monégasque. Il a également parlé de la qualité des relations entre pouvoir public et professionnels et l'importance de la finance durable en principauté. Quant au projet pour l'association en 2023, l'idée force est de faire de la place financière un point majeur de l'attractivité monégasque. Le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini, est ce soir notre invité pour évoquer notamment la tendance positive de notre PIB, notre produit international brut 2021. En cette période post-Covid, les signes sont plutôt positifs. Entretien signé Fabien Bonilla. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir à vous. Christophe Pacaud vient de le dire, les chiffres du PIB 2021 viennent d'être dévoilés. Ils sont en hausse par rapport à 2019 et 2020. Votre analyse, tout simplement, concernant ce PIB et la situation ? L'analyse, elle est évidemment très positive. À plus d'un titre, nous nous sommes aperçus lors de notamment la saison d'été 2022 que l'économie monégasque, si j'ose dire, tournait à plein régime. Et si l'on regarde les chiffres de l'année 2021, donc l'année complète qui s'est écoulée, nous en percevions déjà des signaux très, très forts et là encore très positifs. Un PIB de 7,27 milliards d'euros en 2021. Il était descendu à 5,9 milliards en 2020 et il était à un niveau intermédiaire de 6,6 milliards en 2019. Donc nous voyons que non seulement le rebond est spectaculaire par rapport à l'année 2020, donc on peut vraiment dire que la page de la crise est tournée, la pandémie en tout cas d'un point de vue économique est vraiment derrière nous, mais que même par rapport à 2019 qui était une très bonne année, le PIB monégasque est en augmentation significative. Et quelles sont vos explications pour arriver à ce PIB à 7,27 milliards d'euros en 2021 ? On trouve des secteurs qui, depuis de nombreuses années, contribuent de manière très significative et continuent de le faire. Je pense notamment aux activités de conseil, aux activités de commerce de gros, et bien sûr aux activités financières et d'assurance qui, à elles seules, représentent, enfin à elles trois, près de la moitié du PIB monégasque. Une autre explication, c'est que bien qu'encore en recul par rapport à l'année 2019, une activité comme l'hébergement et la restauration connaît un rebond assez remarquable, puisque la progression par rapport à 2020 est de l'ordre de 150%. Souvenons-nous que bien sûr, c'était un des secteurs les plus touchés par la crise. Les pouvoirs publics ont été aux côtés des Monégasques, des résidents, des acteurs économiques, et tout cela se traduit dès l'année 2021 par une reprise assez spectaculaire du niveau de notre PIB.
Vous avez parlé donc des secteurs d'activité qui s'en sont bien sortis. À l'inverse, quels sont les secteurs d'activité qui ont eu un peu plus de mal, peut-être d'ailleurs dû à la crise sanitaire ? Je l'ai évoqué principalement, il s'agissait du secteur de l'hébergement et de la restauration. Il y a pu avoir également dans le courant de l'année 2020 et ensuite bien sûr en 2021 certains chantiers qui ont pu être affectés temporairement par des mesures, notamment des mesures sanitaires qui leur étaient imposées, mais on le voit aujourd'hui, l'activité phare qui est la construction à Monaco a repris. Nous avons des opérations emblématiques, notamment dans le cadre du plan logement qui sont finalisées ou qui vont l'être très prochainement ou dans les premiers mois de l'année 2023. Donc on voit une fois encore un pays prospère. Je rappelle que au niveau du budget, le budget 2021 s'est clôturé en excédent et que nous avons récemment eu au Conseil national un budget rectificatif 2022 qui a été voté en excédent et que nous discutons en ce moment même un budget primitif pour l'année 2023 qui l'est tout autant. Donc des finances publiques saines, une économie qui redémarre, des pouvoirs publics aux côtés des acteurs économiques. Je pense que nous ne pouvons que nous en féliciter. À noter également, d'après le rapport de l'INSEE, que le PIB par habitant est de 81 710 €. C'est un record lorsque l'on sait par exemple qu'en France, il est de 43 000 € et 35 000 € en Italie. Que doit-on tirer de cette information ? On voit aussi un autre chiffre qui est tout aussi intéressant, qui résulte de celui qui est créé par l'ensemble des personnes qui vivent, mais aussi qui travaillent en principauté, notamment de tous les pendulaires, des dizaines de milliers de personnes. Oui, parce que le PIB par salarié, lui, est de 125 000 € aussi, c'est un record, il me semble. Voilà, c'est-à-dire c'est cela qui, selon moi, est peut-être le plus intéressant, c'est de voir que, aux côtés des résidents, nous avons cette force de travail qui vient de France et d'Italie chaque jour et qui contribue à la prospérité monégasque. Et donc, voilà, c'est peut-être plus ce chiffre-là que je tiendrai à saluer, car il témoigne, comme nous le rappelons assez souvent, de cette communauté de destin. Pour les non-initiés, c'est important le PIB par salarié. Qu'est-ce que ça apporte, cet enseignement, ce chiffre ? Une fois encore, ça donne pour moi une idée plus complète de la richesse qui est créée, qui l'a créée. Évidemment, les monégasques et les résidents, si l'on considère la population qui vit en principauté, mais aussi tous ceux et celles qui apportent leur concours à ce développement économique. Donc cela donne une idée d'un côté, bien sûr, de la richesse qui est créée, mais de l'autre, des personnes qui en sont à l'origine. Quelles ont été les actions menées par la principauté pour en arriver là, pour arriver à ce PIB ? Écoutez, je pense que véritablement tout ce plan de relance qui a été mis en œuvre dès l'automne 2020 avec les fonds de couleurs diverses et variées, le fonds vert pour la transition écologique, énergétique, le fonds bleu pour la transition numérique, le fonds rouge et blanc avec l'application Carlo, qui est une application phare, ont été moteurs, me semble-t-il, de cette reprise du PIB. Si l'on ne devait citer que le fonds bleu, nous avons un nombre très important d'entreprises monégasques qui y ont eu recours, mais ce qui est peut-être encore plus satisfaisant, c'est qu'à plus de 80 ou 85%, les sommes co-investies par l'État aux côtés des entreprises elles-mêmes pour se moderniser, pour se numériser davantage, ont bénéficié, ces sommes donc, à des entreprises du secteur numérique monégasque. On a une idée, le PIB 2022 devrait être meilleur. On sait que, par exemple, au niveau du tourisme, 2022 a été une très bonne année. L'activité au sens large, telle que celle que vous l'avez évoquée par le biais du tourisme, j'ai également mentionné la construction, les grands chantiers, ont démontré que l'année 2022 s'inscrivait dans la droite ligne de 2021. Mais voilà, il peut y avoir des ajustements encore à effectuer pour que je puisse vous confirmer le moment venu et que l'INSEE publie ses chiffres en 2023 sur ce que l'on peut en effet espérer, une croissance à nouveau constatée du PIB 2022 par rapport au PIB 2021. Et on vous recevra avec plaisir pour en parler. Merci, Monsieur le Ministre.
Écoutez, j'évoquerai tout cela avec vous avec plaisir également. Merci beaucoup. Retour maintenant sur la passation de commandement au centre de secours de la Condamine entre le major Patrice Jacob et l'adjudant Jean-Christophe Mazzotti. La cérémonie a eu lieu ce midi. Sandrine Nègre et Lionel Bernardi ont suivi les temps forts pour vous. L'instant est solennel, au cœur de la caserne des sapeurs-pompiers. Cette cérémonie militaire est organisée pour la passation de commandement du centre de secours de la Condamine. L'adjudant Jean-Christophe Mazzotti succède au major Patrice Jacob, une cérémonie commandée par le lieutenant-colonel Maxime Ivrard. Alors elle a une importance particulière, alors pour moi un petit peu, mais surtout pour celui qui prend le commandement d'un centre de secours, parce que dans la carrière d'un militaire, c'est un point important de prendre des responsabilités de ce niveau-là. Jean-Christophe Mazzotti est donc devenu le chef du centre de secours de la Condamine des sapeurs-pompiers de Monaco, un centre qui poursuit plusieurs missions au quotidien. Le centre de secours de la Condamine a été créé au cours de cette année. On a bien 2 centres de secours distincts avec Fontvieille et la Condamine. On a chacun un secteur d'intervention. Donc les missions qui sont les nôtres sont exactement les mêmes que le centre de secours de Fontvieille. Sauf que le centre de Fontvieille a des spécialités, intervention technique, intervention sauvetage périlleux, les plongeurs, les sauveteurs côtiers. Nous ici, nous faisons essentiellement des ambulances, donc du sanitaire, des interventions pour feu, des interventions pour accidents, ce qui représente à peu près de gérer entre 80 et 85 personnes au centre de secours de la Condamine. Et pour assurer ces missions de secours, les sapeurs-pompiers travaillent bien évidemment en étroite collaboration avec les équipes de plusieurs entités, comme celle bien sûr du centre hospitalier Princesse Grace. Céline Caron-Daggioni, ministre pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, l'évoquait, vous en souvenez en début de semaine sur Monaco Info. Le gouvernement princier a reconduit son partenariat avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Un renouvellement acté lors de la COP27 qui se termine à Sharm el-Sheikh. Comment concrètement se traduit ce partenariat aujourd'hui? Sur quoi repose-t-il? Dossier réalisé par nos envoyés spéciaux, Émilie Rousseau et Olivier Bonello. Elles sont porteuses de solutions pour le climat. Elles viennent du Togo, du Bénin ou encore de Tunisie et ont toute une expérience et des connaissances à partager dans le domaine de l'environnement. Ces femmes ont un point commun, elles ont reçu une formation de négociatrices pour pouvoir faire entendre la voix de leur pays lors de rendez-vous internationaux comme la COP27. Pour financer ce renforcement de capacité, l'Institut de la francophonie pour le développement durable a noué un partenariat avec Monaco, la France et le Canada. Nous sommes là pour inspirer le changement et on est heureux de voir que ce changement il est en train de s'opérer justement. Donc voilà, c'est des bouffées d'espoir, c'est des bouffées de joie qu'on reçoit ainsi et c'est tout ce dont on a besoin, je crois. La principauté collabore avec l'IFDD depuis 2015 et grâce à ce partenariat, 200 femmes de 23 pays francophones ont été formées. Des formations à distance avec l'intervention d'experts internationaux pour leur transmettre les techniques de négociation internationale sur les changements climatiques. Elles défendent aujourd'hui leur position sur la scène internationale et contribuent au développement de mesures dans leur pays. Je me sens très heureuse d'être ici, de participer dans la salle de négociation en tant que jeune négociatrice de la délégation tunisienne. Je suis en train de découvrir le monde de la COP, de la négociation, le changement climatique et les différentes thématiques dont nous sommes en train de les négocier. Je participe ainsi avec mes collègues de la Tunisie, donc je suis très heureuse et reconnaissante à la francophonie d'être là. Grâce à cette formation, cette année par exemple, compte tenu de mes expériences, j'ai participé à d'autres formations qui m'ont permis d'avoir aujourd'hui le financement pour être là. Et ça a permis de donner la place à d'autres négociatrices bénines pour pouvoir partager l'expérience aussi. Donc je suis vraiment très reconnaissante envers l'IFDD. La voix de ces négociatrices apporte une valeur ajoutée au débat. Il se dirait même que plus il y a de femmes dans une négociation, plus les échanges sont positifs. À elles de jouer désormais et de prouver qu'elles peuvent être un moteur dans cette prise de conscience mondiale.
Samedi soir, 21h, le débat sur Monaco Info. Après la diffusion du film Jésus, l'enquête, l'histoire d'un journaliste athée aux États-Unis qui mène son enquête pour prouver que la résurrection du Christ est une supercherie, et bien dans la foulée de ce documentaire, avec l'abbé Christian Venard et le frère Manuel Marie, Fabien Bonilla dirigera le débat sur ce thème concernant la résurrection. Faut-il y croire ou non? Le débat, en tout cas, ce sera pour vous, comme pour nous, samedi 21h sur Monaco Info. Et puis demain, vendredi 11 novembre, la Roca Team se déplace à Valence pour la 7e journée d'Euroleague. Il s'agit du 5e déjà déplacement cette saison. Et cette fois-ci, attention, face à un adversaire européen que l'AS Monaco Basket n'a jamais rencontré. Présentation de la rencontre avec vous, Yannick de Bever. Valence-Monaco est une rencontre intéressante à bien des égards. Déjà parce qu'il s'agit de la toute première confrontation entre ces deux clubs vainqueurs de l'Eurocup. Aussi parce que Jordan Lloyd a porté une saison le maillot valencien. Et enfin parce que c'est face au club espagnol que Mike James a inscrit son record de points en carrière, 37 précisément avec le CSKA à Moscou. Une rencontre qui promet d'être alléchante et accrochée. Their gym, they have a great atmosphere. The people, really support and love basketball. Historical club, and I see this as a very hard, opponent, to play. The main thing is, to be more consistent and more focused, and you cannot lose this, especially knowing that, every situation, can turn the game in another direction, especially in the EuroLeague, yes. Valence est actuellement à 3 victoires pour 3 défaites. Mais comme la Roca Team, les Espagnols ont battu l'Anadolu Efes, Istanbul et l'Olympiakos, ce qui place leur potentiel. Les Monégasques sortent d'une défaite en championnat de France qui a pu faire office de rappel à l'ordre. You can't get too high in the clouds. Of course we were undefeated at the time, and I think we just got a little cocky, got a little, laid back, relaxed. But that was probably helped us, so keep us grounded now. So we just can't take any team for granted now. La statistique intéressante côté Roca Team, c'est son ratio interception-perte de balle. Les Monégasques sont les meilleurs intercepteurs de la ligue et dans le même temps, ceux qui perdent le moins de ballons par match. Un atout considérable lors de chaque rencontre. The determination to want the ball, to try to win. I think we have the great defenders, guys get in the pass lane, like Alpha, Mike, and myself, and Jordan Lord, and Ellie, of course. We just want the ball. We want to win. So, we got to do the small things to try to get the ball. So that helps with us. Valence-Monaco, c'est l'affiche qui clôturera cette 7e journée d'Euroleague. Rendez-vous ce vendredi à 21h. Oui, une rencontre à suivre sur Monaco Info. La belle initiative de l'AS Monaco Football Club, les ruches rouges et blanches. C'est un programme destiné à sensibiliser en matière de biodiversité. L'originalité, tous les 10 buts inscrits en Ligue 1 par le club monégasque, c'est une nouvelle ruche qui arrive et qui est installée en principauté. Le reportage de Frédéric Elion. Dimanche 11 septembre, 7e journée de Ligue 1, Guillermo Maripane propulse de la tête au fond des filets, un coup franc de Caio Henrique à la 63e minute. Un geste qui offre 3 points à Monaco face à Lyon, mais aussi un but dont la portée va bien au-delà du football. Dans le cadre du programme environnemental Les Ruches Rouges et Blanches, l'AS Monaco finance la création d'une ruche de 40 000 abeilles à chaque fois que le club inscrit 10 buts en Ligue 1. Para mí y para el club es muy importante poder ayudar a este tipo de acciones. Sabemos que las abejas están en un ecosistema muy amenazado últimamente, entonces para nosotros poder aportar con este tipo de acciones, es muy bonito y queremos seguir haciéndolo y personalmente me pone muy contento. Guillermo Maripane est venu inaugurer l'installation de cette ruche dans un potager urbain près de la Tour Odéon, le fruit d'une collaboration avec Terrae. Au tout début, j'ai commencé par faire un petit potager grâce à eux au centre d'entraînement à la Turbie. Ça a commencé comme ça. Ensuite, je leur ai parlé de mon écosystème en principauté et que j'avais également des ruches qu'on pouvait parrainer.
Et donc ils se sont dit ce serait une bonne idée de pouvoir avoir notre propre miel en principauté. Chaque ruche permet de produire entre 8 et 12 kilos de miel par an. Auteur du 20e but monégasque de la saison en Ligue 1, l'attaquant suisse Brel Mbolo a aussi sa ruche à son nom. Oui, 27 buts au total. Et qui sait, dès ce week-end peut-être, une 3e ruche avec la toute dernière rencontre avant la grande trêve mondiale à l'issue d'un très attendu Monaco-Marseille. Et puis on vient de l'apprendre, dans la route du Rhum, l'abandon de l'un des sociétaires du Yacht Club de Monaco, Oren Nataf, grand voile déchiré sur son rayon vert. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Frédéric Elion. Il fera beau, Christophe, encore une belle journée ensoleillée, le ciel sera bien dégagé et le vent soufflera modérément. Le thermomètre affichera 12 degrés le matin et 19 l'après-midi. Vendredi 11 novembre, ce sera la Saint-Martin. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec un retour sur la passation de pouvoir au cœur de la caserne des pompiers au centre de secours. Les photos sont signées Michael Alési. On se retrouve demain, 19h sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.